Au fond de la terre, au fond de la mer, au fond des bois, au fond de votre gorge ou de votre estomac. Vous écoutez Nos Profondeurs, un podcast sous la forme d'une enquête intime et poétique par Julie Carcenti. Depuis plusieurs semaines, la lentille de l'appareil photo de mon téléphone portable est cassée. Et à chaque photo, chaque vidéo que je veux faire, l'image tremble, comme si je filmais un tremblement de terre. La terre tremble, tout le temps. Nous, les humains, on ne le perçoit pas, mais les animaux le sentent. Les oiseaux, les éléphants captent avec leurs pattes des vibrations bien avant nous et fuient très rapidement à l'approche d'un séisme. Au moment même où je faisais le montage de cet épisode, la Terre a tremblé. En Californie, un séisme de magnitude 7 a eu lieu fin novembre, et la semaine suivante, début décembre, dans la vallée de l'Ubaye, dans les Alpes de Haute-Provence, à la frontière du Piémont, un séisme de magnitude 4 a fait danser les montagnes. J'ai l'étrange sensation depuis plusieurs semaines maintenant d'être à l'unisson avec ces tremblements. D'autant que la Californie et l'Ubaye sont les deux endroits dont j'ai eu précisément l'occasion de discuter cet automne avec un scientifique dont le métier est d'étudier les séismes, un sismologue. Dans ce nouvel épisode de Nos Profondeurs, je vous propose de partir faire la découverte de ce qu'il se passe au plus profond de la Terre. On part mener une enquête et tendre l'oreille à des milliers de kilomètres de profondeur sous la surface. Depuis le récit objectif d'un scientifique jusqu'à mon expérience intime et sensorielle du son que produit la planète au plus profond. C'est un épisode un peu curieux, un peu mystérieux, mais vous allez voir, au final, on s'y retrouve dans une seule et même vibration. Florent et moi, nous nous sommes rencontrés dans la Drôme, au détour d'une séance de méditation. Florent Bringuier est physicien d'observatoire, directeur adjoint de l'Institut des sciences de la Terre à l'Université de Grenoble. Et c'est depuis son laboratoire qu'il m'explique ce qu'est la sismologie et en quoi consiste son métier. La sismologie, c'est très simple. C'est depuis des millénaires, les humains ressentent des secousses sur la Terre. Et il y a eu plein d'imaginaires autour de ça. Alors par exemple, au Japon, ils ont cette image qui est très connue, que le Japon en fait est posé sur une carpe géante et que les secousses, donc les tremblements de terre qui subissent, c'est en fait les mouvements, les frétillements de cette carpe en profondeur. Donc voilà, ça c'est dans l'imaginaire collectif. Et puis les sismologues, c'est donc des scientifiques à un moment qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ces secousses, qui peuvent être très destructrices, comme on l'a vu récemment avec le séisme de Turquie l'année dernière. Et donc de savoir d'identifier finalement le plus important dans le travail de sismologue, c'est d'identifier les zones à risque qui peuvent, les grandes failles qui peuvent à terme produire des grands tremblements de terre. Et pour faire ça, on déploie des sismomètres, donc des petits capteurs au sol, qui enregistrent des toutes petites vibrations, qui mesurent ces vibrations et qui enregistrent des tout petits tremblements de terre. Et ces tout petits tremblements de terre qu'on ressentirait pas en temps normal, ils peuvent nous donner des indications sur la présence de failles en profondeur qui peuvent poser un risque, dans le sens où elles peuvent casser et donner un très gros séisme. Bon, notre travail, il est malheureusement toujours un peu décevant en tant que sismologue, puisque on ne sait toujours pas prédire
l'occurrence, la date, l'heure précise, ou moins quelques minutes, ça serait utile, ou quelques minutes, ou même quelques heures ou quelques minutes avant. On sait toujours pas prédire l'occurrence d'un tremblement de terre. Voilà. On sait le faire avec les éruptions volcaniques, assez bien. On sait dire, oulala, attention, là, dans quelques heures, on risque d'avoir la lave qui va sortir à la surface et qui va créer une explosion. On sait bien le faire avec les grandes tempêtes tropicales, les cyclones, on arrive à bien les observer avec les satellites et à déterminer leur trajectoire. Mais malheureusement, les séismes, on ne sait pas les prédire. Donc c'est toujours très inattendu, très catastrophique, ça se produit à n'importe quelle heure, voilà, du jour, la nuit, et on n'a aucun moyen d'anticiper leur venue et d'évacuer éventuellement des personnes. Donc c'est toujours notre travail principal en tant que sismologue, nous on essaye vraiment, c'est ce qui guide notre métier, essayer de trouver des signes qui n'ont pas été observés pour l'instant. Savoir que c'est une science qui est très jeune, la sismologie, ça a seulement 100 ans, c'est très très jeune, et donc on pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et que on a l'espoir encore de trouver des signes en creusant, alors pas creusant de manière sens propre, mais en creusant plutôt dans les méthodes, dans la manière d'analyser nos données, dans les capteurs qu'on déploie à la surface, pour trouver des indices nouveaux qui nous permettraient d'anticiper l'occurrence d'un très grand tremblement de terre. Et ça, c'est vraiment le cœur de mon travail de recherche actuel. J'ai demandé à Florent de me parler d'une partie bien spécifique de ses recherches, celle qu'il mène aujourd'hui aux États-Unis, sur la faille de San Andreas, en Californie. C'est le cœur de mes activités en Californie en ce moment, où j'ai donc un réseau avec mon équipe de recherche, où on a un réseau de capteurs, de sismomètres, très spécifique qu'on a élaboré nous-mêmes et qui permet d'enregistrer des signaux de la faille de San Andreas comme on l'a jamais fait avant. Voilà, une sorte de télescope très très pointu, très précis, qui au lieu d'être orienté vers l'espace est orienté vers l'intérieur de la Terre. Et avec ça, on espère détecter, trouver des mouvements, notamment des mouvements de la faille qui seraient pas perceptibles par les capteurs actuels, des mouvements lents, on appelle ça des mouvements lents. Les séismes sont des mouvements rapides, sont des secousses qui se produisent de manière des ruptures de failles de roches qui se produisent seulement en quelques secondes. Mais on sait aussi maintenant que les failles, elles glissent l'une sur l'autre de manière lente, en quelques heures, quelques jours, quelques mois. Et ça, c'est très très difficile à détecter parce que justement, ces mouvements lents. Mais ces mouvements lents, eux, ils peuvent justement, on l'a vu dans certains cas, ils peuvent être déclenchés des plus gros séismes. Et donc ça, c'est un peu une des pistes de recherche actuelles, très importante, essayer de découvrir, dévoiler ces mouvements lents et silencieux. Ils sont pas que lents, mais ils sont silencieux. C'est-à-dire qu'ils produisent pas de secousses, ou très peu de secousses. Comme ils sont très lents, ils produisent très peu de secousses. Donc ils sont à la fois très importants, parce qu'ils sont très importants dans la vie de la faille, voilà, puisqu'une grande partie finalement des forces qui s'appliquent sur cette faille, finalement, ces forces sont relâchées en grande partie par ces mouvements-là. Ils sont très importants, mais en même temps, ils sont complètement silencieux, et donc très difficiles à observer. Et donc si on arrivait à mieux dévoiler ces mouvements lents, on arriverait sûrement à mieux comprendre comment se déclenchent les grands séismes, finalement, qui sont un peu juste la partie, on va dire, émergée de l'iceberg, si on reprend une autre image, mais tout ce qui se passe dessous, toute la partie immergée, tous ces glissements lents, c'est là que finalement une grande partie de la vie de la faille de la vie des failles se joue. Et voilà, et c'est ce qu'on étudie. Dès nos tout premiers échanges, ce qu'il m'avait expliqué m'avait troublé. Quand il se met à décrire précisément avec ces mots
ce qui se passe au plus profond de la Terre, mon imagination s'emballe. Et pour ça, on a plein d'approches différentes, assez élaborées, en tout cas qu'on développe. Et une de ces approches, alors elle peut paraître très, très exotique, très, très particulière, il s'agit en fait d'écouter le bruit des vagues. Alors ça, c'est quand même, ça peut paraître curieux, mais effectivement, les vagues, alors pas partout dans l'océan. Il y a certains endroits particuliers dans l'océan, notamment, on a bien identifié un des endroits au sud du Groenland, où l'activité forte des tempêtes à ces endroits-là génère des vagues très importantes, génère des rencontres de vagues entre elles et qui transmettent des ondes très puissantes à l'intérieur de la Terre. L'équivalent de plusieurs bombes nucléaires en énergie toutes les heures, qui sont transmises à l'intérieur de la Terre par cette activité des tempêtes au sud du Groenland. Alors bien sûr, l'été, c'est un peu plus faible. L'hiver, c'est très fort. Mais par contre, l'été, ça devient plus fort aussi. Il y a d'autres points vers l'Antarctique qui s'éclairent, qui deviennent très forts comme ça, et qui émettent des ondes à l'intérieur de la Terre. Et donc ces ondes-là, elles sont enregistrées à des milliers de kilomètres, puisque c'est très 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 puissant. Elles sont enregistrées à des milliers de kilomètres, ces ondes générées par les vagues. Et notamment ici, par exemple là, où je suis, à Grenoble, on a des capteurs qui sont posés ici sur nos montagnes et qui enregistrent de manière très claire ce signal généré par les vagues à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, de là. Et donc ce signal, il a été reconnu depuis assez longtemps en fait. Il est connu depuis 100 ans, ce signal. Mais c'est que très récemment qu'on a découvert la possibilité d'utiliser ce signal pour sonder l'intérieur des failles. Alors ça peut paraître très curieux, mais ce signal, en fait, ce sont des ondes, des ondes sismiques qui se propagent partout dans la Terre. Donc en fait, la Terre baigne, si on veut reprendre cette expression, elle baigne dans une sorte de bruit ambiant, comme si on était dans un hall de gare. La Terre baigne dans un bruit ambiant, et ce bruit ambiant, il n'est pas généré par les personnes, les trains, les voitures, non, il est généré par l'activité de ces vagues. Voilà. Si on était capable d'avoir nos oreilles qui entendent le bruit de la Terre, on entendrait en fait une sorte de bruit comme ça, assez basse fréquence, qui vient de l'activité des vagues. Un petit peu comme quand on prend un coquillage, qu'on le met sur notre oreille et qu'on a l'impression d'entendre la mer, comme ça. Et ben c'est exactement ça. C'est exactement ça qui se produit. Et donc la Terre baigne constamment dans une sorte de bruit ambiant comme ça. Et en fait, ce qui se passe autour des failles, qui sont des zones où il se passe beaucoup de choses, les failles bougent. Ce qui se passe dans ces zones-là, c'est que la roche autour de ces failles est très affectée par l'activité tectonique. Elle se déforme, elle craque. Il y a des fluides, de l'eau sous haute pression qui migrent d'un endroit à l'autre de la faille. C'est très actif, un petit peu comme dans un volcan, finalement. C'est très actif l'intérieur de ces failles. Et donc, ce qui se passe, c'est que toutes ces déformations autour de les failles, en fait, elles affectent, alors là, c'est là que ça devient un petit peu technique, elles affectent ce bruit de fond ambiant généré par les vagues. Elles perturbent le champ d'ondes ambiant généré par les vagues. Elles viennent le perturber. Et donc, en fait, nous, ce qu'on regarde, c'est justement ces toutes petites perturbations du bruit de fond ambiant généré par les vagues, ces toutes petites perturbations qui sont induites par l'activité de la faille et qu'on ne pourrait pas voir autrement. On a besoin de ce bruit de fond ambiant pour voir ces perturbations. Parce que ces perturbations sont silencieuses autrement, c'est ce qu'on disait. Elles sont complètement silencieuses et c'est grâce à la présence de ces vibrations ambiantes qu'on arrive finalement à détecter ce qui se passe en profondeur à plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres de profondeur. L'écoute sismique des vagues. J'écoute Florent, mais depuis un moment mon esprit divague. Moi aussi j'ai des toutes petites perturbations, une sorte de vertige.
Bizarrement, c'est un peu comme ce que j'ai ressenti en haute montagne dans la vallée de l'Ubaye, en randonnée. Quand je pose mes mains sur la roche et que je réalise que là, à 2600 mètres d'altitude, je suis en train de toucher le fond d'un océan, que je sens le fantôme de la mer dans les sommets. J'ai le vertige des profondeurs. La terre baigne dans du son, un son impossible à entendre pour nos oreilles d'êtres humains. Et là tout de suite je me demande, si on pouvait entendre ce son, à quoi ressemblerait-il ? Oui, donc effectivement, ce son, on pourrait pas l'entendre en fait. Si on écoutait, c'est pas dans la gamme de fréquences en fait, de ce qu'on est capable d'entendre nous en tant qu'humains. Ce sont qu'on appelle des basses fréquences, des infrasons, enfin, on peut l'appeler comme on veut. Mais c'est pas audible. Donc si on voulait l'écouter vraiment, il faudrait accélérer ce son enregistré pour vraiment entendre à quoi ça ressemble. Et si on fait ça, alors nous, on n'en a pas besoin en tant que scientifique parce qu'on a des outils d'analyse qui sont pas basés sur l'écoute de ce son-là indirectement, plutôt par l'analyse, par ordinateur. Mais si on voulait entendre à quoi correspond ce son, si on était curieux, et on le fait des fois, il faudrait donc l'accélérer. Et finalement, peut-être ce qui ressemblerait le plus dans ce cas-là, c'est le Aum qu'on fait en méditation, hein, le Aum qui fait vibrer nos cordes vocales et qui produit ce son qu'on appelle monochromatique. Un son basse fréquence dans les graves et qui fait vraiment appel à nos profondeurs, hein, aux vibrations à l'intérieur de nous-mêmes. Et qui effectivement correspond peut-être le mieux à ces vibrations de l'océan, puisque ce qui se passe aussi avec ces ondes de l'océan, c'est cette colonne d'eau en fait qui se met en vibration, en résonance sous l'effet des vagues, comme une immense corde vocale, et qui effectivement ensuite propage ce son à l'intérieur de la Terre. Cette colonne d'eau comme une énorme corde vocale, et puis ensuite la Terre comme nous, un peu la caisse de résonance qu'on a, nous, notre coffre, la cage thoracique, à l'intérieur de la Terre serait un peu cette caisse de résonance. C'est comme ça que ça se produit si on devait effectivement trouver une image pour représenter ces vibrations-là. Voilà, les vibrations de l'intérieur de la Terre. T'en dirai pas plus. On y est. Au son du fond de la terre, le Aum. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'y plonger, de me suivre dans l'expérience sonore d'une séance dédiée à ce son, une mer de Aum. Pendant 45 minutes, 3 fois un quart d'heure, 4 personnes, 2 face à face, 2 dos à dos, au milieu de la pièce, qui reçoivent la vibration du groupe. Je viens de passer près d'1 heure à répéter le son Aum. C'est un O avec la bouche arrondie de la lettre O, juste la lettre O, avec le M qui vient derrière. Je respire du bas de mon ventre et je laisse circuler ce son partout en moi. Je visualise une vague qui monte, puis qui descend, avec mon souffle, avec un effort un peu physique d'abord. Inspirer par le nez, remplir mon ventre, puis progressivement mon thorax jusqu'à mes épaules. Une fois qu'il m'a traversé, de bas en haut, laisser sortir un son, ce Aum, sans effort aucun pour vider l'air de mes poumons. Ça descend, ça monte, ça descend, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Au bout de quelques minutes, je ne sais plus trop. Quelques pensées s'invitent par là, l'effort physique reprend le dessus. J'écoute mon voisin, je l'écoute avec ma gorge. C'est comme si le son qui sortait de moi allait directement se caler avec lui. Et avec Sylvie, à ma droite, que je reconnais aussi, même si le son
qui sort de chez elle à une tonalité différente. Jamais de silence. Le but du jeu, c'est d'avoir toujours un bout de son, soit le début, soit la fin, soit le milieu. Le but n'est pas du tout de se caler tous les uns avec les autres, mais au contraire, de respecter nos rythmes respiratoires, ceux qui sont propres à chacun, et de ne pas laisser de blanc, comme la mer, comme une mer de Home. Il y a ces moments où je ne m'entends plus, car je me suis dissoute dans la mer de Home. Mon Home est dans le tout autour avec tous les autres fondus, ils ne font qu'un et hop, je reviens à moi, à mon souffle. C'est ça le bruit que la terre fait, là, sous mes pieds. Je vois le parquet, sous le parquet de la pièce qui grince, le béton de l'immeuble, les étages les uns sur les autres, et puis la terre, sous le trottoir, là, rue Francis Davsault, dans le 1er arrondissement de Marseille. Puis j'imagine, j'essaie de voir des couches de roches, de terre, de roches dures les unes sous les autres, jusqu'à arriver à quoi ? À des couches de matière et de couleurs différentes, des textures. Peut-être sous tout ça, du solide, il y a de l'eau. On est à Marseille, il y a la mer, et puis des rivières enfouies, des rivières souterraines. De l'eau encore, toujours de l'eau, des plaques souterraines, le fond de la mer, et là au fond de la mer, le sable. Et sous le sable, très profond, petit à petit, au fin fond du fin fond qui bouge, gluant, visqueux, solide, gazeux. Je m'y perds, des kilomètres de profondeur et une pression telle que les matières ne sont plus palpables, ni liquides, ni solides. Une telle pression que, sous cette pression, sous cette chaleur incroyable, il n'y a plus de couleur. C'est tout blanc, comme la surface du soleil. Je me sens lourde. J'ai les pieds et les mains comme du plomb. Je n'arrive plus à bouger. On dirait que mes mains font 3 kilos chacune. Je sens des fourmis partout dans mes mains, dans mes pieds. J'ai oublié mon souffle, pourtant il est là. La vague toujours monte et redescend. Il n'y a plus ni haut, ni bas. Parfois seulement, ça s'accroche un peu dans ma gorge et je m'arrête pour boire un coup. Mais je voudrais que ça ne s'arrête jamais, jamais. Je sens que je pourrais continuer de faire ce son inlassablement pendant des heures. Je sens ma tête lourde. Je la penche d'un côté. Je home vers le haut. Je home vers le bas. À droite, à gauche. Parfois, j'ouvre un peu les yeux, je regarde vite fait ce que font les autres. Au bout de 15 minutes, on doit bouger de siège. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour que chacun puisse, à un moment donné, passer au milieu du cercle de Home et recevoir tous les bienfaits de la vibration. Et c'est vrai que quand on est au milieu, on sent tout ça très fort. On est complètement traversé par le son qui résonne de droite à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Le son monte et descend. Je le sens partout et des fois, ça s'arrête entre mes deux yeux comme si ça voulait dénouer un truc. Parfois, ça résonne comme dans une grotte, une cavité. Et ça résonne là, au fond de mon utérus. Plus j'avance dans le Home, plus il s'installe, indépendamment de moi, quelque part, et plus je me connecte à mes profondeurs. Ça résonne depuis là. Ça fait vibrer ma gorge, tout l'intérieur de ma bouche, même mes dents sont en train de vibrer. Mes oreilles, les parties dures du cartilage de mes oreilles, de mon nez, là, sous mon nez, je sens la vibration, mes lèvres qui vibrent et l'onde qui se propage. Une énergie de vie. C'est une sensation délicieuse.
Le délice de sentir tout ça vibrer me fait dire que l'amour, c'est ça, c'est cette chaleur, c'est ce bain chaud, cette sensation de force et de douceur qui t'enveloppe, comme une maman, comme une amie, comme un chéri, comme ton chat ou ton chien, comme le soleil, comme le printemps, comme l'été, comme un soleil d'hiver en haute montagne. Ce home me donne un immense sourire, et quand Sylvie nous amène à terminer la vague, je suis déçue, j'aurais pu continuer, encore, encore et encore. Je me suis métamorphisée. Le métamorphisme, c'est l'ensemble des transformations d'une roche à l'état solide, par réaction et transfert d'ions entre minéraux, lorsqu'elle est soumise à une variation de la pression et de la température. L'inanimé se transforme. Quand la pression et la température augmentent, la roche change d'état. Elle passe de solide à liquide. Mais comment est-ce que quelque chose de dur comme un caillou peut devenir liquide comme de l'eau? D'où viennent ces forces? D'où vient cette puissance, cette chimie magique de la transformation? Moi, ça me fascine. Je ressens une unité profonde, là, en plein dans le cœur, d'un coup, une douceur immense au contact de la dureté de la pierre. Le dur me fait sentir le doux, le haut me fait sentir le bas, le temps long me fait sentir l'instant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel qui désoriente autant? Le son que fait le fond de la terre, c'est ce home. Alors oui, j'ai entendu un tas de fois ce home, le son dit primordial, mais c'est seulement une fois passé par cette expérience de montée et de descente physique, et aussi par le filtre de ma compréhension intellectuelle, par l'explication d'un scientifique, que se passe une espèce de court-circuit, un bug, comme si Internet sautait d'un coup dans la maison. C'est tellement puissant comme découverte. Je crois que ça a trait à quelque chose de beau. Comment la vie a su mettre sur mon chemin l'information dont j'avais besoin pour me connecter à tout moment à la source d'énergie vitale que tous les êtres vivants de cette planète ont en eux. Descendre un peu plus bas encore, plus bas qu'au fond d'une mine de phosphate, plus bas qu'au fond d'une huître, plus bas qu'au fond de ma propre tristesse, entendre le fond de la terre et sentir vibrer tout mon corps avec une seule vibration. Dans mes meilleurs moments, dans les sentiments océaniques, quand le Satori explose dans ma tête comme supernova, je suis capable d'échapper à la prison aveugle et douloureuse de mon individualité et de percevoir cette haleine plurielle, la cadence première, la musique des sphères, la palpitation du monde. Je suis un petit poisson dans un banc immense. Je suis une carpe dorée et je sais danser la plus grandiose des danses, qui est en même temps la plus minuscule. Il faut insister là-dessus, sur cette habileté dansante. Il faut apprendre à bouger de plus en plus vite, comme les derviches, pour pouvoir s'unir au tout qui vibre et qui respire. Écoute bien ce que je te dis et garde espoir. Il se peut qu'en réalité, le voyage final soit aussi simple que ça, aussi facile. Il suffirait de réussir à accorder la mort au rythme collectif. Je veux mourir en dansant, tout comme j'écris. Rosa Montero, le danger de ne pas être folle. Vous venez d'entendre l'écoute sismique des vagues, le 4e épisode de nos profondeurs. Avec cet épisode, j'avais envie de vous partager une ressource. J'espère qu'il vous permettra, comme à moi, de métamorphiser vos magmas et de nous synchroniser ensemble quelques secondes pour ressentir nos profondeurs joyeuses.
Je remercie mon invité Florent Bringuier pour sa confiance. Merci aussi à Sylvie, Gilles et Corinne du groupe de Home Chanting à Marseille, auquel je participe et dont vous entendez les voix profondes et vibrantes. Je remercie Juliano Gilles pour sa musique, ainsi que Brice Lénérand du studio Pi, avec qui on s'amuse beaucoup à chaque fois à fabriquer chacun de ces épisodes. Enfin, merci à vous pour votre écoute. Le podcast grandit petit à petit, et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez partager cet épisode ainsi que les précédents, et surtout laisser des étoiles et un commentaire sur les plateformes d'écoute. C'est très précieux pour diffuser le podcast et le faire connaître. À bientôt!